Vous êtes sur le territoire de la prison de Muru. Derrière cette grande clôture, sur la droite, vivaient environ 1500 prisonniers. Ils n'étaient pas enfermés dans des cellules individuelles, comme c'est généralement le cas aujourd'hui, mais dans de grands dortoirs. On ne rencontre pas fréquemment ce type d'enfermement collectif dans les prisons d'Europe occidentale. C'est un châtiment hérité de la Russie soviétique. Si la solitude sert en Europe à punir les détenus, en Russie, la punition, c'est les autres. La prison de Muru a toujours exercé une fascination particulière. Ce n'est pas seulement parce que la plupart des prisonniers détenus ici, une fois libérés, y revenaient très vite comme récidivistes. Même après sa fermeture en 2012, nombre d'anciens détenus sont revenus hanter les lieux, se rappeler la grandeur et la misère des temps passés ou revisiter leur ancienne cachette. On peut trouver d'anciens prisonniers vivant désormais dans l'agglomération de Rumu et d'autres ici même chargés d'un nouveau travail et conduisant des camions. C'est une prison qui refuse de fermer ses portes. À l'origine de la construction de cette prison, il y a le calcaire. C'était en 1938 et les prisonniers constituaient une main-d'œuvre mobilisable à bon marché dans la carrière. Le sol de cette région recèle une pierre calcaire d'un beau gris laiteux, la pierre nationale de l'Estonie, dont sont faits la plupart des bâtiments que vous voyez ici. Au fil des années, le calcaire a perdu de son importance dans la construction et les détenus ont été affectés à d'autres travaux. Toute l'aile gauche de la prison, celle où nous nous trouvons en ce moment, était à l'époque constituée d'ateliers. On y travaillait entre autres le bois et le métal, et à l'époque soviétique, toutes sortes d'objets étaient confectionnés ici sur commande spéciale. Des chaînes, des bagues, des briquets, des planches en bois. Les détenus réussissaient parfois à sortir clandestinement certains objets de la zone de travail, qu'ils pouvaient ensuite troquer dans la zone de vie contre de l'argent, du tabac ou des services divers. Pour cette raison, l'accès à la zone de travail était un privilège, car tous les détenus n'en jouissaient pas. Dans le bâtiment auquel nous accédons maintenant, on affectait également les détenus à un travail important. Il s'agit du garde-manger de la prison. Entrons-y. Les grands tonneaux circulaires que vous voyez servaient à l'époque à conserver des cornichons et des harengs au saumur. Ces harengs étaient toujours présents sur les tables de la cantine, et chacun pouvait en manger autant qu'il voulait. Un ancien prisonnier a raconté que cela pouvait être aussi, à l'occasion, un mode de punition. Lorsqu'un détenu était mis au cachot pour mauvaise conduite, on le nourrissait de harengs au saumur. Mais on ne lui donnait pas à boire jusqu'au lendemain matin. Dans l'autre pièce, nous découvrons des tonneaux encore plus grands, de forme carrée. Cela servait pour la choucroute. Les détenus devaient commencer par hacher les choux, puis les verser dans les tonneaux et les tasser. On leur achetait à cet effet des bottes neuves, spéciales, et on les faisait descendre dans le tonneau. Mais les gardiens racontent que quand on était encore au début du processus et qu'il n'y avait qu'une mince couche de choux au fond du tonneau, les détenus n'avaient pas toujours la patience d'en ressortir lorsqu'ils avaient besoin d'uriner. Après cela, bien sûr, ils n'avaient plus envie de manger de cette choucroute, mais les autres, qui n'en savaient rien, la mangeaient de bon cœur. On la trouvait même délicieuse et chaque prison avait sa recette particulière. Avant de pénétrer sur le territoire proprement dit de la prison, il est peut-être intéressant de mentionner que l'ancienne carrière, en bordure de laquelle a été construit le centre de détention, est aujourd'hui connue sous le nom de carrière de Rumu. Dans la période qui a suivi le rétablissement de l'indépendance de l'Estonie, la situation n'est pas restée entièrement sous contrôle, et les moteurs des pompes qui servaient à évacuer l'eau de la carrière ont été volés. La montée des eaux a été si rapide que les excavatrices, bulldozers et bâtiments techniques ont été engloutis. Ils sont toujours là, au fond de l'eau transparente, et l'on y organise des expéditions de plongée. C'est l'une des attractions principales du site, avec les terrils qui évoquent un paysage lunaire. Encore un mot, faites attention en traversant les rues. Comme nous l'avons déjà mentionné, le territoire de la prison est traversé par des camions. Nous arrivons bientôt au point de contrôle par lequel il fallait passer pour rentrer sur le territoire proprement dit de la prison. Les véhicules qui voulaient entrer se retrouvaient enfermés dans un sas, entre deux portes massives. Un long fossé était creusé dans le sol, permettant d'éclairer et d'inspecter les véhicules par en dessous. La nuit, une épaisse barre métallique était dressée pour empêcher tout passage. La prison disposait même d'un dispositif qui enregistrait les vibrations provoquées par le mouvement des véhicules.
Il suffisait d'une souris égarée pour que l'engin se mette à hurler sauvagement. Cependant, le mécanisme était souvent en panne, et ce point de passage a été le théâtre de tentatives d'évasion plus rocambolesques les unes que les autres. Une fois, par exemple, 2 détenus s'étaient dissimulés dans une poêle métallique dont l'ouverture avait ensuite été soudée. Une autre fois, un détenu s'était introduit dans le logement de la batterie d'une grue. Comme l'homme mesurait 1,90 m, il lui avait vraiment fallu une souplesse peu commune. Le camion qui emportait les déjections des habitants de la prison a également été mis à contribution. La liberté a décidément une saveur incomparable, même quand elle ne sent pas très bon. Nous, en revanche, nous nous déplaçons en marchant, et tous les piétons, employés de la prison ou visiteurs, devaient passer pour pénétrer dans la prison par le bâtiment administratif. Entrons. Il existait une longue liste d'objets que les visiteurs n'avaient pas le droit d'introduire dans la prison. Une exception existait toutefois. Lorsqu'une femme se présentait avec son bébé pour une longue visite, elle avait le droit de prendre avec elle de la nourriture pour son enfant. Jusqu'au jour où l'on a découvert de la cocaïne sous forme liquide dans un biberon. Nous nous trouvons actuellement dans la salle des visites brèves. Ici, les rencontres se déroulaient de part et d'autre d'une vitre, afin d'interdire le passage de quoi que ce soit, ce qui n'empêchait pas d'essayer, par exemple au niveau des pieds. Promenons-nous un petit peu. Les visites brèves pouvaient durer jusqu'à 1h30. Elles se déroulaient sous écoute. Un ancien gardien se rappelle. Si l'on voulait surveiller un individu précis, je branchais par exemple la cabine 10 et j'écoutais. Les détenus savaient qu'on les écoutait, naturellement, donc rien n'était évoqué ouvertement. Ce qui était dit ressemblait souvent à une langue secrète, et l'on ne pouvait que deviner vaguement de quoi il était question. Il y avait par ailleurs dans la prison un censeur chargé de lire la correspondance. À en croire un ancien gardien, le travail pouvait être excitant. Il y avait une correspondance que nous attendions chaque fois comme le nouvel épisode d'une série mexicaine. Il s'était connu par les petites annonces. Entre la jeune femme, qui devait avoir 18 ans dans mon souvenir, et le détenu, c'était le grand amour. La fille venait ici pour des visites de courte durée. Elle n'avait pas encore droit aux visites longues. Pour cela, il fallait être au moins en union libre. Mais du coup, tous leurs fantasmes les plus débridés se retrouvaient dans leurs lettres. La première fois qu'ils ont été autorisés à avoir une visite de longue durée, on s'est tous dit « ça y est ». Parce qu'honnêtement, 50 nuances de grès, c'était un conte pour enfants à côté de leurs lettres. Quand on regarde l'architecture de la prison de Muru, on est frappé par la complication infernale que cet ensemble de bâtiments représentait pour le détenu, sans parler du casse-tête pour les gardiens. En effet, au fil du temps, l'utilisation des bâtiments construits ici n'a cessé de changer et d'occasionner de multiples adjonctions. En plus de donner à l'ensemble une allure de Frankenstein, ces rajouts de briques et de broc représentaient de grands risques pour la sécurité. On trouve par exemple, sur le territoire de la prison, des galeries qui relient 2 bâtiments uniquement par le premier étage, ou des portes qui ouvrent sur un mur ou dans le vide. L'architecture soviétique était comme le citoyen soviétique, toujours prête aux compromissions et elle trouvait toujours une issue. Tâchons maintenant de trouver nous-mêmes la bonne direction, en l'occurrence en traversant la rue. À l'époque soviétique, cette place vide au beau milieu de la prison n'existait pas. Il y avait là des baraquements. En fait, la place entière était construite. Ces baraquements ont été détruits vers la fin des années 1980, quand le nombre de détenus a commencé à diminuer. En effet, au temps soviétique, on enfermait entre autres les gens qui n'avaient pas de domicile ou de travail fixe. On ne leur payait pas d'allocation. Quand l'Estonie a retrouvé sa liberté, de telles mesures ont disparu. Dans les années 1990, sous l'indépendance et dans l'esprit des nouvelles mentalités, le directeur de la prison a fait tracer ici un jardin avec une fontaine, pour réveiller le sens de la beauté chez les détenus. Pas seulement chez les détenus d'ailleurs. Depuis les fenêtres du directeur aussi, le jardin offrait un spectacle esthétique et apaisant, surtout lorsqu'un détenu l'entretenait et contribuait ainsi à faire grimper les statistiques de l'emploi dans la prison. Mais nous apercevons au loin la célèbre carrière de Loumou, avec sa colline calcaire. À l'époque soviétique, c'étaient les détenus qui travaillaient là-bas. Dans l'Estonie libérée, alors que la prison était sous-financée et que les détenus avaient un grand pouvoir, les plus influents d'entre eux pouvaient s'installer au bord du lac artificiel pour y prendre le soleil et faire des barbecues.
On accède à la bordure de la carrière par une porte spéciale derrière les murs de la prison. Maintenant, si vous traversez prudemment la rue, vous pouvez apercevoir sur la droite le bâtiment le plus ancien de la prison. Il abritait les salles de classe, tant pour l'instruction générale que pour l'enseignement professionnel. Au deuxième étage étaient également situés les ateliers, par exemple celui de couture. Chaque détenu pouvait trouver dans l'école professionnelle une spécialité qui lui convenait. Comme chaque activité permettant à un détenu de sortir de la zone de vie était hautement prisée, certains détenus, au dire d'un ancien gardien, finissaient par être aussi polyvalents qu'un couteau suisse et à être à la fois plombier, soudeur, électricien, maçon, chauffagiste, chauffeur de camion et grutier. Les compétences acquises étaient parfois utilisées sur place. Dans l'atelier de couture, par exemple, on réalisait aussi bien des travaux pour satisfaire des commandes extérieures que des pantalons ou des vestes pour une utilisation personnelle. Nombreux étaient ceux qui apprenaient la couture précisément pour pouvoir s'habiller correctement. Au premier plan derrière le portail, on aperçoit la zone de vie des détenus. Ces 6 bâtiments alignés étaient les habitations communes des détenus. Ceux-ci pouvaient circuler librement à l'intérieur de leur propre bâtiment, raison pour laquelle on choisissait avec soin la répartition des prisonniers dans les différentes unités. Par exemple, à l'époque soviétique, le premier bâtiment à droite abritait les détenus autorisés à travailler à l'extérieur. Le second bâtiment, ceux qui étaient caractérisés par ce que l'on appelait une orientation non conventionnelle. Le troisième, les trafiquants. Le quatrième, les caïds. En Estonie libre, les 3 premières unités étaient collectivement considérées comme la basse-cour. Cela ne veut pas dire que tous les détenus qui s'y trouvaient étaient brimés, certains préféraient la basse-cour, l'échelon le plus bas de la prison, simplement pour ne pas avoir à prendre part au jeu de pouvoir dans la prison. En effet, dans les baraques des caïds, ou des vrais hommes, on était automatiquement soumis à des obligations nombreuses. Caisse commune, rites d'introduction, règles non écrites, dont le non-respect pouvait entraîner de brutales mesures de rétorsion. Pour ce qui est des décès de détenus, les chiffres pour ce type de prison-camp dépassent nettement ceux des prisons ordinaires. Et selon un ancien cadre, les règlements de compte internes faisaient au moins 30 morts par an. Si quelqu'un était dès le départ disposé à passer dans la basse-cour, cela signifiait pour lui une existence en un certain sens plus sûre, quoique dépourvue de tout privilège, mais aussi l'abandon de toute perspective d'ascension. D'après les règles non écrites, il était possible de passer du milieu des caïds à la basse-cour, jamais l'inverse. Bienvenue chez les vrais hommes. Dans le 4e bloc vivaient les caïds et leurs sbires. Le nom de caïd, parfois aussi Plasnoï, était donné au chef du monde souterrain de la prison. Apparemment, un des caïds nous a reconnus comme étant des leurs. Entrons donc sans crainte. Si l'on circule dans le bâtiment, on peut voir tout de suite quelle salle était occupée par des Estoniens, et dans lesquelles vivaient les Russes. Chez les Estoniens, pour une raison mystérieuse, les murs étaient toujours beiges, et les décorateurs prétendent que, de façon incompréhensible, c'est toujours la couleur préférée dans le pays. On a même carrelé la salle de douche en beige après la libération de l'Estonie. C'est d'ailleurs le travail des détenus. D'après un ancien gardien, aucune salle de douche n'était prévue à l'origine. Il y avait juste une première pièce avec des lavabos et une deuxième avec des WC. Ce n'étaient même pas des cuvettes de WC, mais des toilettes à la turque. Cependant, pour finir, il y a eu des installations plus complètes, où les détenus ont même construit un sauna. On voit que les diplômes de l'école professionnelle étaient largement rentabilisés. Un autre art dans lequel les détenus étaient passés maîtres était la confection de cachettes. D'après un gardien, ils utilisaient le mur sous les appuis de fenêtres. Les ouvertures de ventilation, ils ouvraient les panneaux de porte. À un moment, il a même fallu interdire le papier peint dans les pièces, parce qu'ils le découpaient en suivant les contours du dessin et faisaient derrière un trou dans le mur. Ils imbibaient ensuite le papier de je ne sais quelle substance, et cela faisait comme un couvercle qui venait refermer la cachette. Il y avait aussi les pas de porte. On peut les tâter sans que rien ne bouge, comme scellés avec du ciment. Mais si l'on enfonce une fine aiguille à un endroit précis, on peut le retirer et découvrir une fente dans laquelle cacher, par exemple, un téléphone portable. Il en va de même avec les appuis de fenêtre. On les tâte, ils sont bien en place et ne remuent pas.
Mais si l'on bouge un petit morceau quelque part, on peut les tirer comme un tiroir et entrer soi-même dans le trou, tellement ces cachettes étaient grandes. De manière générale, vivre au bloc des caïds signifiait profiter de possibilités plus larges. Par exemple, des visites de longue durée. Le règlement leur permettait une telle visite tous les 6 mois. Pour les mieux placés, c'était tous les mois. Ils avaient des contacts avec les fonctionnaires de la prison et les règles les plus importantes étaient discutées avec eux. De même que les changements principaux qui intervenaient dans la prison. La contrepartie étant que les détenus sur lesquels ils avaient autorité se tiennent calmes. Imaginez que dans ce bâtiment vivaient 200 hommes au passé criminel. Pour que le système soit viable, il fallait maintenir le calme, et tous les moyens étaient bons pour cela. Lorsqu'ils avaient faim, les détenus pouvaient se rendre au magasin, en respectant des créneaux précis. Chaque jour était jour de magasin pour 2 baraques, une le matin, l'autre l'après-midi. Le vendeur disposait d'un paquet de fiches, une au nom de chaque détenu, indiquant combien d'argent figurait sur le compte de chacun. Chacun pouvait effectuer des achats dans la limite de cette somme. Les détenus trouvaient à la boutique tous les produits de première nécessité, mais le choix était très limité. De quoi s'agissait-il ? De conserves, de lait concentré, de ketchup. Il y avait aussi du pain de mie. Le cas du pain de mie était particulier en ceci qu'il n'y en avait pour ainsi dire jamais à la cantine, où l'on ne donnait que du pain noir. Si l'on en voulait, c'était uniquement à la boutique. Pour les jours de fête, les détenus pouvaient également commander de la saucisse ou de la viande fumée, diverses pâtisseries, etc. Entrons donc. On ne trouvait pas beaucoup de denrées facilement périssables, car les détenus n'avaient nulle part où les conserver. Il n'y avait pas non plus de jus de fruits que l'on aurait pu faire fermenter pour obtenir de l'alcool. Il n'y avait pas davantage de sucre, pour la même raison, seulement des substituts de sucre. Vous vous doutez qu'on pouvait aussi trouver au magasin du papier hygiénique, des ustensiles de rasage, des biscuits, des confiseries. Mais pour ces dernières, c'était seulement des chocolats, pas de caramel, dont on aurait pu tirer du sucre, et, in fine, de l'eau de vie. À l'école de la prison, la chimie était la matière préférée des détenus. Pour occuper leur temps libre, les détenus avaient le droit de faire du sport. En dehors de la promenade dans la zone de vie, que vous avez maintenant déjà expérimenté, il était possible de jouer au volley, au foot ou au basket. Le responsable du bloc devait commencer par dresser la liste de tous ceux qui étaient intéressés dans la maison. On les conduisait ensuite dans la salle de sport en suivant un programme précis. Les détenus n'étaient pas tous des sportifs, naturellement. Certains étaient plus doués pour la lutte et dans les conditions de la rue. D'autres encore étaient des caïds si importants qu'il ne convenait pas qu'ils aillent faire du sport avec les autres, car cela contrevenait aux règles non écrites. Notre caïd de tout à l'heure assure que pour nous, c'est permis. On organisait parfois des compétitions, le plus souvent entre les différentes maisons, mais parfois entre surveillants et détenus. Vous n'aurez sûrement pas de mal à vous imaginer qui gagnait le plus souvent. Il y a eu au fil du temps, parmi les prisonniers, des basketteurs si doués qu'il est même arrivé qu'on les emmène jouer à l'extérieur de la prison. Maintenant que vous êtes dans la salle des sports, arrêtons-nous un moment. On amenait parfois les détenus ici pour d'autres raisons, lorsque des infractions particulièrement sérieuses avaient été commises dans la zone de vie. On mettait alors tout le monde en rang pour procéder à une fouille en règle. Cela durait la journée entière, on apportait même à boire et à manger de la cantine dans des récipients isothermes. Pendant ce temps, on fouillait intégralement la zone de vie. Murs sous les appuis de fenêtres, ouvertures de ventilation, panneaux de porte. Selon un ancien gardien, on appelait cela le bal masqué, car la fouille était effectuée par une unité particulière composée d'hommes masqués. Continuons à avancer. Sur le sujet du sport, signalons que si, du temps soviétique, haltères et guillevois étaient interdits dans les prisons, on construisit dans les prisons d'Estonie libérée des complexes sportifs, où il était possible de pratiquer toutes les disciplines, jusqu'à la boxe. Mais, comme le raconte un ancien responsable, cette politique eut pour résultat que les prisonniers étaient devenus pour finir nettement plus forts que le personnel des prisons. Aussi, à un moment, interdit-on de nouveau tout ce matériel. Les détenus inventèrent alors eux-mêmes des moyens de s'entraîner. Par exemple, on fabriquait des haltères dans la zone de travail à partir de matériaux de récupération. Ou bien un homme s'asseyait tout simplement sur le dos d'un autre détenu pendant que ce dernier faisait des pompes. Juste devant nous, c'est l'ancienne cantine.
On mangeait 3 fois par jour en prison, et pas seulement la mythique choucroute. Comme le petit déjeuner était servi avant 7 heures, on commençait déjà pendant la nuit à faire chauffer du thé sucré dans de grandes chaudières. Comme il a été mentionné, on ne distribuait pas de sucre séparément aux détenus, car ils en auraient fait de l'eau de vie, ni de sachets de thé qui auraient pu servir à confectionner du tsif, un thé très fort aux propriétés stupéfiantes. À côté du thé préparé à l'avance, on servait habituellement des œufs, des yaourts et de la salade de nouilles, tandis que le midi et le soir, il y avait généralement de la soupe, un plat et toujours un dessert. Pendant la période récente, chaque prisonnier devait absorber chaque jour un nombre bien défini de calories, et il arrivait souvent qu'on mange moins bien dans le reste du pays qu'en prison. Il existait cependant un autre groupe encore mieux nourri. Il s'agissait des chiens de garde, qui, enfermés entre 2 hautes clôtures, sécurisaient le territoire de la prison. Leur pitance quotidienne coûtait pratiquement 3 fois plus cher que celle des détenus. Dans la partie récente de ce même complexe, que vous voyez sur le côté droit, on a construit en 2008 une cuisine moderne, répondant aux normes européennes. Si vous regardez un peu plus loin, vers le terril, vous pouvez apercevoir un bâtiment jaune, où l'on a construit les nouveaux ateliers de l'école professionnelle, avec tous les équipements nécessaires. Pourtant, moins d'1 année après que ces nouveaux bâtiments furent sortis de terre, on ferme à la prison. Selon les paroles sarcastiques d'un ancien membre de la direction de la prison, ce fut une utilisation intelligente de l'argent des contribuables. Revenons maintenant sur nos pas. Le bâtiment à gauche, après celui de l'école, était le centre médical de la prison. Les détenus rêvaient d'y entrer. C'était pour eux comme le jardin d'Éden. Tout d'abord, car cela permettait d'échapper à la routine du quotidien, ensuite parce qu'on y trouvait des infirmières, et enfin parce que l'école professionnelle était située dans le bâtiment immédiatement voisin, et les détenus qui fréquentaient l'école professionnelle pouvaient aussi aller dans la zone de travail. Pour accéder à l'infirmerie, les détenus se pinçaient par exemple la peau d'un doigt, tiraient dessus et y faisaient une coupure avec une lame de rasoir. Lorsqu'ils relâchaient la peau, le sang se répandait, donnant à une simple égratignure l'allure d'une plaie profonde. Les détenus à perpétuité, qui étaient placés au cachot, faisaient goûter du sang sous leur porte, y ajoutaient de l'eau et soufflaient pour faire couler le liquide sous la porte et donner l'impression que le sang se répandait. Tout cela pour avoir la possibilité de se rendre à la pharmacie. Un ancien gardien se souvient d'un détenu qui, après s'être infligé un lavement, s'était fait une légère incision interne avant d'évacuer toute l'eau, maintenant mêlée de sang en éclaboussant partout. Vous vous imaginez bien que les gouttes d'eau sanglantes sur le mur des toilettes faisaient toujours leur petit effet, et que le détenu réussit plusieurs fois, à cause de sa mystérieuse affection, à se faire envoyer au centre médical. Plus un mal était mystérieux, plus longtemps il convenait de le soigner. Sur la route vous menant au prochain bâtiment, cette chanson chantée par un ancien garde vous accompagnera. Где тюрьма, да поскорее мчи. Да ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал. Разобрали всю тюрьму на кирпичи. Ох, как жаль, а я сегодня с позаранку по родным решил проехаться места. Что ж, шофер, давай назад, крути-верти свою баранку. Так ни с чем поедем по домам. Ну да ладно, что ж, шофер, крути-верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Или нет, шофер, давай закурим, а может лучше выпьем, да скорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Après avoir prudemment traversé la rue, nous approchons d'un bâtiment d'apparence insolite, qui résume peut-être idéalement l'héritage architectural de cette prison. Au fil des temps, il a connu diverses utilisations, mais durant les dernières années, on y enfermait à l'étage les détenus les plus dangereux, condamnés à perpétuité, que l'on gardait dans des cellules séparées. Tandis qu'au rez-de-chaussée se trouvaient les cachots destinés à ceux qui enfreignaient les règles de la prison. Si vous avez le cœur bien accroché, entrons-y. Les cachots de l'étage du bas servaient à punir les détenus qui avaient agressé des surveillants, consommé des substances interdites,
blessé un codétenu ou avait inventé un autre type d'incartade. La plupart du temps, la punition pouvait durer de quelques jours à 10 jours. Mais certains individus commettaient tant d'infractions à répétition qu'ils finissaient par passer des mois entiers au cachot. Ce pouvait être aussi un comportement volontaire chez certains s'ils avaient des raisons de redouter le retour dans la zone de vie. Les conditions ici étaient pourtant rudes. Un ancien détenu se rappelle. L'hiver, la température pouvait descendre nettement en dessous de zéro. Il y avait de la glace et du givre sur les murs. Il ne fallait surtout pas que les pieds dépassent des couvertures, parce que les rats venaient vous dévorer les orteils. Il nous arrivait de dormir avec nos chaussures. On a posé ici des vitres aux fenêtres après la libération de l'Estonie, quand une nouvelle loi a prévu que les détenus devaient pouvoir voir la lumière du jour. Auparavant, elles étaient garnies d'épais blocs de verre qui empêchaient le détenu de voir ce qui se passait à l'extérieur, tandis que seule une faible lueur pénétrait à l'intérieur. Le couloir mène jusqu'à des boxes de promenade, au dehors, d'où les prisonniers dangereux pouvaient quitter l'isolement de leur cellule pour se dégourdir les jambes pendant 1 heure. Comme vous pouvez le voir, on ne leur octroyait pas beaucoup d'espace pour cela. Il s'agit de l'un des lieux les plus impressionnants de la prison. Lorsque vous le désirerez, vous pourrez poursuivre la visite en montant l'escalier métallique et en entrant par la porte de gauche. À l'étage étaient gardés les détenus les plus dangereux, ceux que l'on avait condamnés à des peines d'incarcération longues, voire à la perpétuité, ainsi que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient pas demeurer dans la zone de vie car ils y avaient des ennemis. Parmi les détenus à perpétuité qu'a connu cette prison se trouvait par exemple Romeo Calda, un homme qui fut condamné à mort en 1996 pour le meurtre d'un policier, mais dont la peine fut commuée en détention à perpétuité en février 1997 après la réforme du code pénal. Comme les cellules sont exiguës, pendant la journée les couchettes étaient relevées contre le mur et verrouillées. Il n'était pas permis de s'allonger. Voici ce que raconte un ancien détenu. Nous vivions à plusieurs dans ces cellules minuscules. À 2 ça allait, à 3 ça ne marchait pas. Il y avait des disputes. Dans la journée, nous jouions aux cartes, nous discutions. Moi, je gagnais de l'argent en écrivant des lettres pour les autres détenus. Certains n'étaient même pas capables de parler normalement. Ceux qui avaient de l'argent ou du tabac, j'écrivais pour eux. Certains de ces détenus étaient connus car coupables de meurtres multiples. La plupart d'entre eux sont toujours emprisonnés, mais ailleurs, dans des établissements plus récents et plus modernes. Si vous le souhaitez, vous pouvez jeter un coup d'œil dans les cellules. Au bout, redescendez l'escalier. Et une fois devant le bâtiment, continuons la visite. Il ne faut pas oublier que l'enfermement des individus dans un espace restreint n'est qu'une partie du concept de prison. Au moment de sa libération, au plus tard, le détenu devait être arrivé à un point où il pouvait de nouveau vivre en société. Il devait être resocialisé. Le département social effectuait toujours un travail considérable pour préparer les individus avant leur libération. Un ancien détenu en parle en ces termes. Le retour à la vie normale, après le camp, se révélait incroyablement difficile. Certains étaient happés dans un cercle vicieux dont il était difficile de s'extirper. J'ai entendu ceux qui avaient été libérés et étaient retournés par la suite en prison. Dans la plupart des cas, la raison était toujours la même. Les difficultés rencontrées après la libération et leur incapacité à surmonter ces difficultés les avaient conduits à noyer leurs soucis dans l'alcool et l'issue de cette situation était invariable. Nouveau délit et nouvelle incarcération. Chers visiteurs, j'espère que le travail que nous avons effectué avec vous a été suffisant et que nous ne vous reverrons jamais ici. Þar sem sálir þegja enn. Brjóstið í mér brakar. Hver ég að krefja í minni? Hver ég að
Frostbound Hope, Frostbound Hope. Við sverjum í kaldri nótt, við göngum þar sem ísinn brotnar. Byggðan sló takt í gráum jörð, þungar hendur, sáran orð, ekkert græt, ekkert hlæ. Frostbound Oath, Frostbound Oath. Við sverjum í kaldri nótt, við göngum þar sem ísinn brotnar. Frostbound Frostbound Oath. Frostbound Oath. Í myrkri dansa skuggarnir, blóð á jörð, á steini svörtum. Við vindinn hvæsum, við storminn hlæjum, hver andardráttur eins og sverð í myrkri. Áfallið, áfallið, hjarta mitt berst, ögnin hrópar, dáðinn hleypur fast. Áfallið, áfallið, í köldum fami fjalls. Við munum lifa, við munum deyja, við munum standa hátt. Hugur þinn er vopn, sál þín er skjöldur, jörðin titrar, köld
Gripur fast áfallið í köldum fami fjalls. Við munum lifa, við munum deyja, við munum standa hátt. Í vindinum, í storminum, við hverfum ekki, brjótum ekki, í þögninni, í myrkrinu, við lifum áfram, við syngjum áfram. Í skugga fjallsins djúpi kallar, blóðið frýs en hjarta hallar, grjót og frost, ei miskunn veitir. Eldur og Brennd og köld, þú gengur þar sem enginn þorir. eldur og Brennur í mold, stríði víslar, enginn forðar. vindur væsir í eyðimörk nætur. Skuggar dansa, ljósin hætta, beinin slá úr tímans greipum. Andaðu inn, andaðu út, blóðið þitt verður skraut. Eldur og Brennd og köld, þú gengur þar sem enginn þorir. eldur og Brennur í mold, stríði
Skugga nætur svartur sandur Eldur grámar djúpt í brandur Frostið grætur Jörðin blæðir Kalla drauga Heyri þau Anda vindar Blása lög Sólmar rís úr myrkri Skólmar sverta sálir forna Ruggri syngur sögur þorna Bein á steini Brot úr tíma Þjóðin vaknar, enginn fær flýja Kuldinn faðmar, andinn rýja Kalla drauga Heyri þau Anda vindar Blása lög Sálmar rís úr myrkri Á fjöllum bergmál dýbra fellur Klukkur þagna ómur kveður Fætur berja Jörð sem sleik
þínum eld og þokur. Eldingar, eldingar, eldur logar í nætur himni. Ísinn kraumar undir fótum þínum. Kuldinn hvíslar dauða. Dauða. Djúpur andardráttur. Vindurinn segir sannleikann. Eldur og ís, brenna og frjósa, hjartað slær,